Lorsqu'on se retrouve plongé dans un conflit, l'essentiel est de tenter d'être des deux côtés, ce qui est quasiment impossible, vous vous en doutez. On choisit un camp ou l'autre. Pendant la guerre du Vietnam, nous n'avions pas tellement le choix, puisque nous avions accès à l'armée américaine dans des conditions tout à fait extraordinaires, puisqu'il suffisait d'arriver là-bas avec une lettre d'accréditation pour être, j'ose pas dire incorporé, car nous n'étions pas militaires, mais nous étions journalistes, mais nous bénéficions à l'époque de toute l'aide du service de presse de l'armée américaine, c'est-à-dire du Pentagone. Donc, muni d'une carte militaire, d'une accréditation du Pentagone, qui affichait, au-delà de vos empreintes digitales sur cette carte, votre grade de commandant dans l'armée américaine. Tous mes camarades qui ont couvert cette guerre vous diront la même chose. Nous avions tous le grade de commandant, ce qui nous donnait la possibilité d'accéder aux moyens les plus performants pour couvrir les conflits les plus sanglants qui se déroulaient dans la jungle entre le sud, c'est-à-dire le delta du Mékong, c'est-à-dire Saigon, jusqu'au parallèle qui coupait le Vietnam en deux, c'est-à-dire Quang Tri. C'est ainsi que j'ai pu réaliser 11 séjours de suite au Vietnam, avec d'autres camarades. Le plus dur, c'est de partir avec un copain qui est assis à côté de vous dans l'avion, de revenir seul sur un siège alors que lui est dans la soute à l'intérieur d'une caisse bien fermée. La guerre du Golfe en 1991 a été le dernier conflit que j'ai couvert pour TF1 avec mes amis Bourra, qui hélas a trouvé la mort là-bas, avec Maurice Olivari, qui est le correspondant de TF1 à Rome aujourd'hui, avec Arnaud Dupuis, qui hélas a été bouffé par le crabe. Couvrir une guerre et mourir du cancer, c'est tout de même assez dur. Enfin, tout ça, c'était la famille, c'était les amis, nous étions ensemble sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui différencie ces deux conflits, Vietnam et guerre du Golfe? Sur les théâtres d'opération comme Dak To, Quang Tri, le Bec de Canard, la colonne 877, Da Nang, des lieux qui ne disent plus grand-chose aux gens qui nous regardent aujourd'hui, mais qui ont été le théâtre de bataille d'une violence inouïe. La bataille de la citadelle de Hue a laissé 2700 morts en quelques heures sur le carreau. Nous étions là. Mais nous avions une facilité de travailler parce que nous avions l'aide de l'armée américaine, nous avions accès aux hélicoptères, nous n'avions aucune censure. Nous étions bien entendu habillés comme les soldats américains, sans armes, cela va de soi, mais avec ces galons de major dans l'armée américaine, c'est-à-dire l'équivalent de commandant dans notre armée française. Nous étions officiers supérieurs et nous avions accès à toutes les facilités pour pouvoir travailler dans des conditions extrêmement dangereuses et extrêmement dures. Pour mémoire, plus de 40 journalistes de ma génération sont morts là-bas. Alors, ce qui différencie ce conflit d'un autre conflit plus proche de nos jours aujourd'hui, c'est que pendant la guerre du Golfe, et j'en ai mesuré toutes les conséquences, nous n'avions plus cette liberté. Les Américains ont compris que lorsque nos images arrivaient dans les foyers américains, la guerre du Vietnam était en train de basculer, tout simplement. C'est-à-dire que brusquement, les familles américaines qui avaient leurs gosses là-bas, je dis des gosses parce que j'ai connu des Marines qui avaient 20 ans, qui en avaient parfois même 19, et qui étaient au combat tous les jours. Quand ils découvraient ce que vivaient leurs boys là-bas, ils ont commencé à dire « mais qu'est-ce que l'Amérique fait là-bas ?» Et là, les grandes manifestations, l'opposition a joué un rôle considérable dans le monde. Tout ça, c'est lié aux images. La petite fille nue qui court sur une route, son corps brûlé au napalm, cette image a mis 4 jours pour arriver aux États-Unis et dans le reste du monde. Mais l'impact a été plus terrifiant qu'une bombe sur la psychologie américaine. Mais nous avions l'attitude pour filmer cette petite fille qui courait nue, brûlée au napalm sur la route. Pendant la guerre du Golfe, nous n'avons pas pu filmer un seul combat. Nous étions soit embedded, c'est-à-dire embarqués dans une unité américaine
avec des clauses extrêmement précises. Il fallait signer une charte d'environ 60 points pour dire « vous ne parlez pas des soldats, vous ne parlez pas de la bataille, vous ne parlez pas des munitions, vous ne parlez pas de tel char, vous ne parlez pas de tel missile, vous ne parlez pas de telle carte d'état-major et vous ne citez en aucun cas le lieu où vous vous trouvez. Comment voulez-vous travailler en ces conditions ?» Donc on travaillait un petit peu à la française, c'est-à-dire que nous étions munis d'uniformes que nous avions tous achetés au PIEX, à Paris, avant de partir. On s'arrangeait pour trouver un casque, un vieux casque de la guerre du Vietnam qu'on se mettait sur la tête. Et notre propos, c'était de passer entre les lignes, en passant par les champs de mines, parfois, qui étaient plus que dangereux, vous vous en doutez. Et on arrivait à essayer d'obtenir une information. Mais lorsque nous avions une information que nous exploitions pour le 20 heures de Poivre d'Arvor, ou d'autres, fallait-il encore vérifier cette information? Et comment la vérifier, puisque les portes étaient fermées? Donc aujourd'hui, tout a changé. Les belligérants, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, ont parfaitement compris le rôle de la presse, ont parfaitement compris la puissance des images, que ce soit sur les ondes ou en télévision, radio ou télé, et on nous bloque, on nous empêche de travailler. Donc c'est extrêmement difficile aujourd'hui de couvrir un conflit. Au Vietnam, c'était la liberté. En 91, pendant la guerre du Golfe, c'était des portes blindées à double tour.